Tout de suite, le journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et on revient d'abord sur la hausse importante du chômage en France le mois dernier. Oui, le chômage touche désormais 3,1 millions de personnes. 10,6% de la population active, son plus haut niveau en 14 mois et demi, en 14 ans et demi, pardon. Conséquence bien sûr des plans sociaux qui se multiplient dans l'Hexagone, mais surtout de CDD non renouvelés, de départs négociés. En dessous d'une croissance de 1,5%, on ne crée pas d'emplois. Or, la croissance française est actuellement quasi nulle. Comment est-ce que la France se situe par rapport à ses voisins européens ? En gros, la France est dans la moyenne européenne. Elle fait mieux que l'Espagne ou la Grèce, lanterne rouge européenne, mais moins bien que l'Allemagne ou en gros les pays nordiques, disons. On va regarder maintenant la tendance justement à l'ouverture sur les marchés européens. Et c'est le rouge qui domine, l'inquiétude des marchés, des investisseurs rattrapés par les inquiétudes sur la situation budgétaire américaine. Même tendance en Asie, la nervosité a repris le dessus. Après plusieurs séances de hausse, les bourses asiatiques sont toutes reparties dans le rouge en cause le problème budgétaire américain, car le compte à rebours de la falaise fiscale a commencé. Cet ensemble de hausses d'impôts et de coupes automatiques se déclencheront dans 33 jours si aucun accord n'est trouvé sur le relèvement du plafond américain. Or, l'absence d'avancée dans les discussions au Sénat hier inquiète les investisseurs. Dans la bataille monétaire et commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine, le Trésor américain préfère jouer l'apaisement. Oui, il a estimé hier que, en effet, le yuan est sous-évalué, mais non, Pékin ne manipule pas sa monnaie. Vous le savez, les États-Unis considèrent depuis longtemps que la monnaie chinoise est trop faible, ce qui favorise ses exportations et pénalise les importations américaines en Chine. Pendant la campagne présidentielle, le candidat républicain Romney promettait d'accuser la Chine de manipuler sa monnaie, mais les démocrates au pouvoir ont refusé de franchir ce pas. Au lendemain de l'accord en Europe sur l'effacement de la dette grecque, une autre dette revient sur le devant de la scène, celle de l'Argentine. Le pays a été sévèrement sanctionné hier par l'agence de notation Fitch. En cause, l'Argentine a été condamnée la semaine dernière à verser plus d'1 milliard de dollars à des fonds spéculatifs. Mais Buenos Aires refuse de payer. Les explications de Myriam Bounafa. L'Argentine pourrait de nouveau être en défaut de paiement. C'est en tout cas l'avis de l'agence Fitch qui vient de dégrader le pays de 5 crans. Elle estime que le scénario de 2001 pourrait se reproduire. Il y a plus de 10 ans, l'Argentine est au bord de la banqueroute. Sa dette s'élève à 100 milliards de dollars. Mais la grande majorité de ses créanciers acceptera de renoncer à une partie de ses dus jusqu'à 75%. Mais 7% des créanciers refusent de négocier et la semaine dernière, le tribunal de New York a ordonné à l'Argentine de les payer. En tout, plus de 1,3 milliard de dollars. Buenos Aires refuse, comme toujours, de lâcher un centime à ces fonds qu'elle qualifie de vautours. Le problème auquel est confrontée l'Argentine aujourd'hui est dû à un véritable colonialisme judiciaire concernant les dettes souveraines. C'est un problème qui touche aujourd'hui l'Argentine, mais très bientôt cela concernera le monde entier et spécialement les pays développés qui font face à des crises semblables, voire pires. Un juge américain qui ordonne à un État indépendant de payer ses dettes, hors de question pour l'Argentine qui a décidé ce mardi de faire appel. On passe à l'actualité des entreprises et l'iPhone 5 dope les ventes d'Apple. Oui, l'iPhone reprend la place de numéro 1 aux États-Unis devant les smartphones fonctionnant sous Android en 3 mois. La marque à la pomme a grignoté près de la moitié du marché américain. En revanche, rien ne va plus pour BlackBerry. Sa part de marché n'atteint même pas les 2%. Et puis les compagnies de tabac américaines vont devoir faire amende honorable. Un tribunal vient de les obliger à diffuser des spots dans lesquels elles admettent avoir trompé les Américains sur la dangerosité et les risques d'addiction de leurs cigarettes. Une violation à la liberté d'expression, s'indigne l'industrie. Sidérurgie en France maintenant, l'avenir du site de Florange reste en suspens. François Hollande a rencontré hier le patron d'ArcelorMittal. Aucun accord pour l'instant n'a été trouvé entre l'Elysée et le géant de l'acier, mais les discussions vont se poursuivre. L'État n'a plus que 3 jours pour trouver un repreneur. Et la sidérurgie française n'est pas la seule à connaître des difficultés en Italie. La plus grande aciérie d'Europe est à l'arrêt. Motif, les hauts fourneaux sont jugés trop polluants. La fermeture, si elle se confirmait, menacerait des dizaines de milliers d'emplois dans le pays. Les précisions d'Ashreen Verdian.
Devant l'usine de Tarente, les ouvriers d'Ilva sont rassemblés pour sauver leurs emplois. Les portes étaient fermées ce mardi, mais plusieurs centaines ont pu entrer pour entamer un sit-in et demander des explications. Tout ce que nous produisons est saisi par les magistrats. Donc en attendant de voir comment la situation évolue, nous avons décidé de stopper toute production. Mais personne ne sera licencié. Au cœur de la crise, l'acierie Ilva, qui est la plus grande d'Europe. Forte de ses 12 000 employés, elle produit 40% de l'acier de l'Italie. Mais selon la justice, les fumées qu'elle dégage sont à l'origine d'une catastrophe écologique qui pourrait être la cause d'un nombre anormalement élevé de tumeurs cancéreuses dans la région. 7 personnes soupçonnées de corruption ont été arrêtées, même si Ilva dément toute responsabilité. Depuis lundi, c'est la production de l'usine qui est mise sous séquestre. Conséquence, l'entreprise a suspendu les installations encore en fonctionnement et les établissements dépendants de ses fournitures. La fermeture, si elle se confirmait, menacerait des dizaines de milliers d'emplois au niveau national. Nous voulons sauvegarder notre lieu de travail parce qu'ils essaient de nous le prendre. Nous n'avons rien à voir avec ces problèmes de pollution. Ces problèmes viennent de beaucoup plus haut, du sommet. Mais à l'arrivée, c'est nous qui perdons notre travail. La fédération patronale italienne affirme qu'en cas de fermeture, l'Italie devrait payer entre 4,5 milliards et 7 milliards d'euros supplémentaires par an pour se procurer l'acier manquant. Une réunion d'urgence entre le président du Conseil italien Mario Monti et les parties concernées est prévue jeudi après-midi. Si vous êtes aux États-Unis, c'est le jour ou jamais pour jouer au loto. Il y a une cagnotte de 500 millions de dollars à gagner. Et ce serait le plus gros gain de cette loterie qui pourrait même être supérieur en fonction du nombre de ventes. Alors il a une question. Que faire avec tant d'argent? Élément de réponse. Beaucoup de choses. Je rembourserai le prêt de ma maison, je ferai des dons à des œuvres caritatives et j'en donnerai à ma famille. Il y a plein de choses à faire, j'en ai vraiment besoin. Ce que je vais faire si je gagne, eh bien pour commencer, je vais aller aux Bahamas et profiter de la vie sur l'île. Je ne peux pas parler pour toute ma famille. S'ils ne veulent pas venir, c'est leur problème. Alors et vous, Hélène, que feriez-vous avec 500 millions de dollars? Je vous offrirai un café, c'est sympa. Vous continueriez à travailler à France 24? Ça, je ne peux pas me prononcer. Merci beaucoup, Karina. Restez avec nous, d'autres infos à suivre, qu'elles vous seront présentées par Audrey Racine.